Merci Jean-François. Est-ce que, Francis, tu veux parler tout de suite de... Alors là, on part carrément au-delà de Mars, dans les autres galaxies. Oui? Jusque-là? Oui, donc là, je n'ai pas de transparent à vous montrer, mais juste pour essayer de comprendre comment on pourrait imaginer le futur de l'exploration, sachant qu'il faut distinguer l'exploration automatique de l'exploration habitée. Encore une fois, l'homme nécessite énormément de ressources et de masse, là où une sonde d'une tonne suffit. Quand on envoie des hommes, il faut passer à 20, 30 tonnes, 40 tonnes. Donc on n'est pas du tout dans le même registre. Néanmoins, quelques chiffres pour comprendre un peu l'étendue du problème. Je vous ai parlé hier de Voyager, donc une sonde, une des plus belles missions scientifiques qui a survolé pour Voyager 2, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et cette sonde est alimentée par une pile nucléaire, et donc elle est toujours alimentée. Et on va fêter ses 40 ans en 2017, donc dans 2 ans. On va probablement la perdre parce que sa pile a tendance un peu à décroître, et puis la distance augmentant, eh bien le signal est de plus en plus faible. Donc on devrait probablement la perdre aux environs de 2025, mais peu importe. Si on imagine un petit peu ce qu'elle va devenir, vous savez que dans l'espace, les fusées fonctionnent 15 minutes, après c'est le mouvement perpétuel. Donc Voyager a été poussé pendant 15 minutes par une fusée qu'il a envoyée dans l'espace. Depuis elle se promène sans aucun système propulsif. Eh bien, elle a mis, donc 77-89, elle a mis 12 ans pour atteindre les limites un peu du système solaire, qui était Neptune. Pluton, c'est un tout petit peu plus loin, mais pas beaucoup. Donc, disons une quinzaine d'années. La question, c'est combien de temps elle va mettre pour atteindre, on cherche à faire des voyages interstellaires, c'est-à-dire entre 2 étoiles, le Soleil et une étoile proche. À supposer qu'elle aille vers Proxima du Centaure, les chiffres tournent autour d'environ 40 000 ans. Donc c'est compliqué. C'est tellement compliqué que on n'imagine pas, on fera des progrès, mais depuis, et je crois que Jean-François me contredira pas, depuis qu'on a inventé la fusée, on n'a pas énormément progressé sur la propulsion. En termes de propulsion chimique, le système hydrogène-oxygène est aujourd'hui le système le plus performant et on n'a rien de mieux à se mettre sous la dent. Alors c'est vrai qu'on commence à voir poindre des systèmes tels celui de Diaz, Vasimir ou la propulsion nucléaire, mais néanmoins c'est pas quelque chose qui est complètement évident. Alors il y a eu des projets avancés, notamment le Jet Propulsion Laboratory, qui est un très très gros laboratoire américain, le grand spécialiste de l'exploration planétaire au monde, qui a le plus de missions à son actif dans le monde, 5000 personnes. Donc c'est 2 fois le CNES. Nous, on est 2500, et eux ne font que de l'exploration. Donc on est très humble quand on va au JPL. Et on apprend, on les écoute. Et ils ont fait des projets avancés, c'est-à-dire c'est des études très théoriques, et ils ont imaginé une petite sonde avec une grande parabole derrière, une espèce de bouclier léger, bien sûr. Cette sonde est mise en trajectoire de départ de la Terre par une fusée classique. Et ensuite, il y a alors ce qu'on appelle chez nous le segment sol, c'est-à-dire ce qui est au sol pour faire fonctionner la petite sonde. Là, va coûter très très cher, puisqu'il s'agit d'utiliser des télescopes de la classe 10 mètres avec des énormes lasers de puissance au niveau de l'équateur. Et comme on veut tirer en permanence sur la sonde avec ces lasers, il en faut 3, 4, 5. Parce que la Terre tournant, il va falloir... Donc on envoie un faisceau laser sur cette grande parabole, et par pression de radiation, la sonde est poussée. Et évidemment, la poussée est faible, mais comme on va tirer pendant des années et des années, c'est là où le segment de sol coûte cher, on atteint des vitesses faramineuses. On atteint des vitesses, évidemment, on ne peut pas dépasser, Einstein nous embête beaucoup dans cet exposé, on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, ça c'est une certitude, mais on peut atteindre une fraction de la vitesse de la lumière, on peut atteindre peut-être 100 km par seconde, 1000 km par seconde. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Et là, avec ce calcul théorique, cette sonde très très petite, elle atteint effectivement Proxima du Centaure, donc l'étoile la plus proche, en 40 ans.
C'est bien, on a gagné un facteur 1000, on est très content, il n'y a plus qu'à Focke. Alors, d'abord, un détail, cette sonde, quand elle va arriver à Proxima du Centaure, elle aura une vitesse monstrueuse, donc elle va prendre 3 photos, 10, 100 photos, elle va mettre du temps à nous les renvoyer, en espérant qu'elle puisse nous les renvoyer, et bien évidemment, on ne peut pas l'arrêter. On ne sait pas arrêter un engin qui va de telle vitesse. Le seul moyen d'arrêter un engin, c'est en général d'utiliser un moteur fusée et de retourner la fusée pour se freiner. Alors après, il y a d'autres systèmes encore plus audacieux qui consistent à utiliser le même procédé, donc le grand bouclier, et au moment où vous arrivez à Proxima du Centaure, vous larguez, alors là c'est plus une petite sonde d'1 tonne, c'est un énorme véhicule qui fait des dizaines de milliers de tonnes, et vous larguez un véhicule plus petit, et vous voyez le schéma du miroir primaire d'un télescope, il y a le miroir secondaire. Le miroir secondaire, c'est le petit véhicule que vous avez largué sur l'arrière. Et les photons tapent dans le grand réflecteur et viennent dans le petit réflecteur, mais de l'autre côté. Donc ça le ralentit. Et donc là, on peut imaginer un concept pour s'arrêter au niveau de Proxima du Centaure, ce qui est quand même un effort considérable. Mais bon, les chiffres, c'est des centaines de milliers de tonnes. On n'est pas au XXIe siècle, on est certainement au XXIe siècle. Et c'est un petit peu le maximum de notre imagination. On ne sait pas imaginer mieux que ça. Ça veut dire que si on veut coloniser la galaxie, et là j'utilise à escient le terme de coloniser alors qu'on ne l'utilise pas du tout. On n'a jamais utilisé, ni Jean-François ni moi, on ne va pas coloniser Mars. Mais là, on peut parler de colonisation. Ça veut dire qu'il faudrait Spaceship Enterprise, Star Trek, un vaisseau où la cité a 10 000 personnes, que l'on va mettre dans l'espace et qui va partir. Et il y aura des milliers de personnes à bord, une petite civilisation en soi. Les temps de transport seront décennales, 10, 20, 30 ans. Ça veut dire que ceux qui vont arriver seront les enfants de ceux qui sont partis. Et il y aura probablement un système de propulsion. Donc on peut imaginer qu'ils vont arriver sur une étoile intéressante au cours duquel il y a une planète habitable. Et à ce moment-là, ils vont coloniser réellement la planète. C'est-à-dire qu'ils vont se poser dessus et créer une nouvelle civilisation. Donc il restait des siècles. Refabriquer, pas la machine à vapeur, mais enfin il va falloir tout refabriquer, y compris peut-être des centrales nucléaires, il va falloir tout refabriquer, réinventer l'électronique, les éoliennes, toute l'énergie renouvelable, oui, excusez-moi. Et à ce moment-là, on est proche de la science-fiction, et à ce moment-là, on peut imaginer que 1 ou 2, 3 siècles plus tard, à nouveau, l'entreprise recommence, un Spaceship Enterprise décolle de cette planète, et petit à petit, on va ensemencer la galaxie. Voilà, c'est ça la réalité de ce que on pourrait imaginer en termes ultimes de réellement d'ensemencer la galaxie, c'est-à-dire que notre civilisation terrestre parte vers quelques étoiles, s'installe et puis parte à nouveau, comme l'ont fait certains colonisateurs. Voilà, on ne conçoit pas de système plus performant que ça, c'est un peu malheureux à dire, mais c'est le maximum qu'on puisse imaginer. Autre point, et qui est un peu la suite de ce que disait Jean-François, c'est la question du pourquoi. Je voudrais un petit peu aborder cette question parce que, et c'est propre à l'exploration spatiale, hein, je ne pense pas qu'on puisse extrapoler à l'exploration terrestre, et ça ne concerne pas les sondes automatiques parce que le pourquoi est scientifique. Bon. Et le pourquoi, je l'ai un peu dit hier, c'est les origines, donc l'origine de la vie, trouver la vie ailleurs. Je crois que j'ai bien expliqué ça et je pense qu'il n'y a pas à y revenir. Maintenant, quand on envoie l'homme sur Mars, à l'inverse de ce qui s'est passé pour la Lune, le pourquoi, ça a été, je vous l'ai expliqué rapidement, c'est les États-Unis prennent une claque à droite, une claque à gauche, c'est plus supportable, ça s'appelle Sputnik et Gagarine. Donc il faut relever le défi. C'est ça l'histoire d'Apollo. Hein. C'est pas autre chose. Il faut montrer que la technologie occidentale est meilleure que la technologie soviétique. Aujourd'hui, ce moteur n'existe plus. Donc il n'y a pas le coup de pied au cul qui a poussé Kennedy à dire on y va. Et donc quel va être le pourquoi ? Le pourquoi, et il y a un rapport qui est sorti l'été dernier qui m'a beaucoup intéressé et qui aborde ce sujet. Il y en a 20 pages pour vous dire que la réponse n'est pas simple. Et il liste tous les arguments possibles.
dans le désordre. Bon, l'argument scientifique n'est pas très sérieux dans la mesure où les sondes font tout à fait le job et donc on peut pas. Alors, j'ai parlé du forage profond. Bon, moi, je maintiens un peu mon schmilblick, hein, je maintiens ma petite option quand même. Le forage profond me paraît intéressant pour les hommes, mais pour le reste, la science n'est pas un argument suffisant pour dépenser 100, 500, 1000 milliards de dollars pour mettre l'homme sur Mars. Après, on peut regarder, est-ce qu'il y a un business ? Est-ce qu'il y a une perspective de faire de l'argent ? Pour les Américains, c'est important. La réponse est non. Alors, on a parlé de l'hélium 3. Ça, c'est la Lune, d'ailleurs, c'est pas Mars. Mais en termes d'exploitation minière de Mars, juste un point, l'hélium 3, s'il n'y en a pas sur Terre, c'est tout simplement parce qu'il est radioactif, donc il est instable. Et donc, il vient du Soleil, comme tu l'as dit, et il s'implante dans la Lune, et il vient en permanence. Et donc, il y en a en permanence qui se déposent dans la Lune, donc on peut le récupérer. Mais sur Terre, même s'il touche l'atmosphère, il est dans l'atmosphère et il disparaît, donc on n'a pas d'hélium 3 sur Terre. Il n'y a pas d'hélium 3 sur Mars. Et il n'y a pas de minerais intéressants. Donc, il n'y a pas de business. Là-dessus, les experts américains le disent. En gros, c'est un message, c'est ce qu'on appelle les éléments de langage dans notre jargon. C'est le rapport destiné à Monsieur le Président des États-Unis, c'est-à-dire comment vous allez vendre l'homme sur Mars. Ne dites pas que c'est pour faire du business, parce qu'on ne vous croira pas. Ne dites pas que c'est pour la science. Vous pouvez toujours arguer que c'est pour la sécurité nationale. Et là, il y en a 15 ou 20 lignes, et la conclusion, c'est on ne vous conseille pas. Ce n'est pas très sérieux de parler de sécurité nationale, alors que c'est un argument très fort aux États-Unis. Tout ce qui est la sécurité nationale, vous avez dit ces deux mots, ça justifie beaucoup de choses. Et on n'en dit pas plus, parce qu'évidemment, c'est secret. Donc, non, là l'argument n'est pas très solide non plus. Il y a l'argument que tu as évoqué un peu, Jean-François, qui est il faudra imaginer dans un futur plus ou moins lointain que la civilisation terrestre s'expatrie parce que notre monde deviendra invivable. C'est un argument, il vaut ce qu'il vaut, mais là encore, l'argument est assez dangereux et je crois que d'une part on a le temps et d'autre part c'est un argument qui est à double tranchant, c'est que on pourrait se dire, dans ces cas-là, on fait business as usual, et puis dès que c'est pourri, on s'en va. Donc c'est pas très très sain comme démarche. Et troisième point, qui est peut-être le plus important, c'est que Mars n'est pas du tout un lieu extrêmement propice à la vie et à l'expansion d'une civilisation, puisque vous y vivez avec un scaphandre comme sur la Lune. Donc on peut imaginer des explorateurs, vous quatre, pardon, vous pourriez aller sur Mars, y vivre 500 jours, puisque c'est le lot pour les missions longues, mais ensuite vous allez revenir. Vous n'allez pas y vivre 10 ans ou 50 ans. On ne conçoit pas des bases permanentes sur des décennies sur Mars. Donc tous ces arguments ne tiennent pas la route. Et la conclusion de ces gens qui ont beaucoup réfléchi, c'est de dire, n'essayez pas de trouver un argument majeur dans cette liste, il n'y est pas. Peut-être vous pouvez en associer deux. Et finalement, on retombe un petit peu sur le fait que les États-Unis est la civilisation occidentale la plus performante en termes technologiques. Et donc, quelque part, les Américains sont les pionniers dans ce domaine. Donc, ils sont confrontés à l'inconnu. Parce que personne d'autre au monde ne l'imagine. C'est-à-dire, l'Europe n'a pas cette réflexion, la chinoise c'est un peu tôt, et la Russie est un peu en déclin. Donc, mais les Américains, ils sont confrontés à l'inconnu. Et finalement, ils sont dans une démarche qui est un peu celle, ils appellent ça la nouvelle frontière. La nouvelle frontière, c'est un petit peu ce qu'a été le Far West à une époque, et de dire, après tout, c'est à nous de faire le job pour la Terre, et de savoir jusqu'où on peut envoyer l'homme dans l'espace. Donc l'argument ultime, c'est celui-là. Jusqu'où l'homme va pouvoir aller dans l'espace, l'homme sur Mars étant cet horizon, on va dire pour le XXIe siècle. Hein. Au-delà, c'est un peu lointain. Et le deuxième argument, c'est de savoir ce que l'homme y fera. Sous-entendu, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il va y faire. Et là aussi, alors moi, j'ai dit forêt, mais je suis un peu le seul à le dire. Mais Jean-François, tu me corrigeras si je dis une bêtise, mais l'homme dans l'espace, aujourd'hui, son activité est à 80% de se préoccuper de sa survie. C'est le cas des expéditions. Je crois que Laurence de la Ferrière l'a bien expliqué. On se préoccupe de sa survie en permanence. Là, évidemment, se préoccuper de sa survie, c'est important, mais
quel va être l'intérêt d'avoir des hommes sur Mars? C'est plus que la survie, c'est de faire quelque chose pour nous, pour la science, pour que sais-je. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien. On n'a pas d'argument fort pour expliquer que l'homme va être indispensable. J'ai oublié un argument d'ailleurs qui est assez amusant, c'était l'argument Harrison Schmitt. On peut le résumer comme celui-là. Vous savez, Harrison Schmitt, le seul géologue qui est allé sur la Lune, qui a transgressé les consignes, puisqu'il a observé des choses sur la Lune, il a vu une tache orange, il a dit à Houston, excusez-moi, j'ai un programme, mais ça m'intéresse, boum, il est allé vers la tache orange, il a prélevé des échantillons sur la tache orange, en se disant, moi géologue, je considère que c'est plus important que les consignes de Houston. Et donc, la capacité de l'homme à réagir à un fait nouveau est indubitable par rapport au robot. Le robot n'est pas capable de le faire. Mais le rapport dit une chose, attention, quand on met les arguments sur la table aujourd'hui, il faut qu'ils restent valables l'homme sur Mars, dans ce rapport, ils annoncent des chiffres autour de 2050-2060. Donc il faut qu'à l'échelle d'un demi-siècle, l'argument d'aujourd'hui soit encore valable dans 50 ans. Et on peut penser que les robots seront capables de rivaliser en termes de prendre des initiatives. Personne ne sait exactement quand, mais les robots feront des progrès. Et donc, faites attention, cet argument n'est pas à ses limites dans la durée. Voilà. Donc, c'est pas si simple de justifier l'homme sur Mars. Et Jean-François va compléter. Oui, juste un petit argument supplémentaire, c'est un argument politique. C'est qu'un grand programme comme un programme qui envoie des humains vers Mars et les pose sur Mars, c'est un programme qui a de grandes chances d'être fait en coopération internationale, comme la Station spatiale internationale aujourd'hui. Et le facteur pacificateur de ce type de programme peut être très intéressant pour inspirer, éduquer les populations sur Terre. Apollo, c'était purement américain, mais le programme de la Station spatiale internationale aujourd'hui est le plus beau projet à l'échelle de la planète à caractère pacifique, scientifique, qui rassemble les efforts de beaucoup de grandes puissances spatiales, pas tous encore, puisque l'Inde et la Chine, qui sont de grandes puissances spatiales, ne sont pas encore partenaires, mais ça pourrait être, si on choisit, qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble dans l'espace pour qu'on arrive à faire quelque chose de sympa, où on ne se tire pas les uns sur les autres, où on ne se chamaille pas. Eh bien, une mission habiter vers Mars, c'est un beau projet, mais il faut quand même que ça serve un petit peu à quelque chose ailleurs. C'est clair que depuis le début, les vols habités n'ont jamais été justifiés par la science. On envoie des hommes dans l'espace, des hommes et des femmes, pour des raisons politiques, stratégiques, économiques, de compétitivité, d'impressionner les autres puissances. Et au passage, essayant de faire quelque chose d'utile, et donc on essaie de servir la science à l'occasion. J'aurais beaucoup de questions à vous poser, mais avant de vous les poser, je voudrais demander à Christian Clot, est-ce que, dans un premier temps, et avant tout ce que vient de nous raconter Francis, est-ce que l'exploration sur Terre des abysses, c'est pas la première, une pré-frontière? Parce qu'après tout, chez nous, alors là, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas en dessous. Oui, alors effectivement, j'aurais des réflexions à faire par rapport à cette. J'aimerais beaucoup lire ce rapport d'ailleurs, si jamais on peut se le procurer, enfin on en reparlera. Sur Internet. D'accord, justement, c'est pour ça que. Bon, les abysses, alors les fonds marins, on va pas faire trop long là-dessus parce qu'en plus notre spécialiste n'est pas là, mais en quelques mots, pendant très longtemps, on a considéré la mer comme un espace plat. On y naviguait et on ne pensait pas forcément à regarder ce qu'il y avait en dessous, à part les quelques mètres qu'on pouvait plonger ou aller chercher des éléments. Et donc c'était un espace plat. Et pendant très longtemps, c'était satisfaisant pour l'humain. Et quelque part, on s'est même intéressé à d'autres planètes. On s'intéressait aux planètes avant de s'intéresser aux fonds marins, parce que les planètes, on les voyait. On voyait la Lune, on voyait les étoiles, on ne voyait pas ce qu'il y avait sous l'eau. Donc il faut attendre quand même longtemps dans l'histoire de l'humain avant qu'on se commence à réellement vouloir descendre
sous l'eau. Et puis les technologies pour le faire sont assez récentes, puisque le scaphandre autonome tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui permet à tout un chacun de faire de la plongée sous-marine de loisirs, il est inventé que juste au moment de la guerre par l'équipe de Cousteau et Gagnon et autres. Avant ça, il y a des choses qui existent, il y a des coupoles et autres. Mais c'est quand même relativement récent. Quant aux grosses machines qui permettent de descendre, elles posent exactement le même problème que pour l'espace par rapport à l'humain ou non humain. C'est-à-dire qu'envoyer un robot aujourd'hui en sous-marin, ça coûte un prix qui est relatif, qui n'est pas très important, qui permet de faire des choses. Envoyer des humains sous l'eau à grande profondeur, ça demande des machines qui sont complexes, grosses et coûteuses. C'est pour ça que les gouvernements se sont beaucoup désistés de cette exploration. Alors, on connaît les grandes explorations, vous avez tous entendu parler par Picard, du Trieste qui va dans la fosse des Mariannes, et puis de Houot qui va dans la fosse des Kourils. Donc on est capable de descendre à moins 11 000 mètres dans les années au milieu du XXe siècle. Et puis ensuite, ces bathyscaphes qui peuvent descendre très profond, on les abandonne, on arrête. Et puis il n'y en a plus. Et pendant très longtemps, jusqu'à il y a 4 ans en arrière, 3 ans en arrière, on ne descend pas en dessous de 6 000 mètres avec des humains. Donc il y a toute une zone effectivement des océans qui sont gigantesques, qu'on connaît peu, qu'on connaît mal, qu'on cartographie plus ou moins bien avec des systèmes aujourd'hui, mais qui posent beaucoup de questions. Et notamment, on a pensé qu'il n'y avait pas de vie si profond. Aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai, qu'il y en a et tout ça. Donc il y a tout un domaine effectivement gigantesque encore à explorer, qui est sur notre Terre, à nous. Et un deuxième grand domaine, je crois qu'il faut dont on parle très peu, mais tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est quand même la croûte terrestre. Tout ce qui est des cavités dans la croûte terrestre, il y en a énormément et on découvre énormément de choses à l'intérieur aussi, notamment pléthore d'animaux et autres. Et enfin, et ça je pense que tout le monde sera d'accord dans cette salle, il y a une exploration évidente terrestre avant même d'aller la faire dans l'espace. J'allais dire de la décroissance, c'est peut-être pas forcément le bon mot, mais en tout cas du questionnement de notre manière de consommer et de travailler et d'aller chercher des solutions différentes. Et pour ça, je suis intimement persuadé que, même si ça passe par la technologie, par la capacité de créer des nouveaux savoirs, ou en tout cas d'expliquer mieux, les explorateurs, ils ont des rôles à jouer là-dedans parce qu'ils sont porteurs d'un espoir, d'une image, d'une capacité de faire rêver. Or, on ne fera pas changer notre planète et notre système de l'utiliser sans rêver. Et aujourd'hui, si on nous tape sur la tête en permanence en nous disant c'est pas bien, ça marche pas, il faut que tu arrêtes de faire ça, ça ne fera pas changer les humains. D'ailleurs, on le voit, ça fait quand même quelques années qu'on nous le dit, ça change pas grand-chose. On a besoin d'avoir une raison qui nous dépasse. Il faut qu'on comprenne l'implication qu'elle a sur nous. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et ça fait beaucoup de champs déjà à explorer sur Terre, sans parler du cerveau dont je parlais tout à l'heure, qui est mon champ de recherche, mais ça, c'est encore un autre domaine. Et juste pour questionner cette notion de l'intérêt ou du non-intérêt de l'exploration, j'ai envie de vous poser une question à laquelle je vais vous demander de me répondre en levant la main de manière très honnête. Combien de personnes ont, durant l'année qui vient de passer, mangé une pomme de terre ? Voilà. Alors je vais vous dire ce qu'a répondu la Casa della Contrattazione à Christophe Colomb la première fois qu'il a pensé, imaginé faire sa traversée de l'océan vers l'Atlantique. Ils ont répondu à un rapport d'une quinzaine de pages, donc pas si éloigné d'un rapport américain qui est sorti il n'y a pas longtemps, avec pareil, la Casa della Contrattazione, c'était eux qui décidaient qui partait pas, avec des tas de spécialistes qui ont estimé ce voyage absolument inutile par rapport au coût potentiel qu'il représentait dans l'état des choses actuelles. Donc, il ne donne pas l'autorisation de faire partir cette expédition. Bon, il est quand même parti au bout du compte, et il a ramené un certain nombre de choses qu'on n'imaginait pas, dont des pommes de terre, qui ont nourri ensuite pas mal de monde sur la planète, du maïs, et j'en passe, et ensuite, malheureusement aussi, beaucoup de destruction, la révolution industrielle qui vient parce qu'on découvre les mines d'argent de l'Amérique centrale, de Potosi et autres, et qui permettent de financer largement la révolution industrielle européenne. Donc cette petite expédition inutile, selon la Casa della Contrattazione, elle a changé fondamentalement la vision de notre monde et de la manière de le vivre. Ce qui est intéressant avec ça, c'est pas tellement de savoir si ça peut se reproduire ou pas, c'est que parfois, quand on cherche trop quelque chose, on est trop près d'un système et on s'aveugle. Et il faut savoir prendre un recul. Et peut-être essayer des choses qui paraissent totalement aberrantes, qui ne sont pas sur le papier si intéressantes que ça, et qui tout d'un coup permettent de retrouver des choses qui, aujourd'hui, ne peuvent pas être connues puisqu'on ne les a pas encore imaginées. Et c'est ça notre travail. Bon plaidoyer, vice-président. Une autre question par rapport à tout ce que vous avez expliqué, Jean-François et Francis.
Là aussi, vous avez parlé dans la tradition étatique, mais justement, ce à quoi on assiste, en tout cas pour Mars, c'est peut-être des privés qui vont le lancer. Et ils vont peut-être... C'est trop cher, c'est trop cher. Et regardez par ailleurs, je ne sais plus qui a prononcé cela ce matin, des gens qui partent en se disant on reviendra peut-être pas. On a bien compris que quand vous partez, vous voulez revenir. Mais certains disent oui, bon, on peut partir et ne pas revenir. Quand on fait appel sur Internet à un certain nombre de gens en leur disant êtes-vous prêts pour une mission, on ne dit pas suicide, mais sans retour, un aller simple pour Mars, il y a combien 20 000 personnes ou 200 000 200 000 hein, qui sont prêts à le faire. Alors, des gens vont le faire, non? Non, mais l'argument du privé est assez faux. Hein. Il faut bien comprendre que SpaceX, qui est un privé, est financé par la NASA. Il n'y a pas de privé qui, à part ce dont tu as parlé, parce qu'il y a une perspective de business plan qui consiste à vendre des billets à $200 000. Donc pour le vol suborbital, oui, il y a des privés qui se préparent. Mais l'homme sur Mars, on est dans des sommes absolument faramineuses, et j'ai bien expliqué qu'il n'y avait aucun espoir de recette. Quitte à faire payer $100 millions le billet, je ne vois pas. D'ailleurs, entre nous, c'est le prix que les Russes proposent pour un voyage autour de la Lune. $100 millions. Pourquoi pas? Si vous les avez, moi je ne les ai pas. Mais non, donc le privé, il y a une espèce d'entourloupe dans cette affaire du privé. SpaceX simplement les contrats sont différents. Le contrat de SpaceX, c'est juste faites la desserte de la station. Vous avez carte blanche. Et donc SpaceX a inventé un lanceur beaucoup moins cher que les autres. C'est là où il a été beaucoup plus libre. C'est Elon Musk. Elon Musk. C'est Elon Musk. Tout le monde connaît Elon Musk. C'est le Falcon 9. Et c'est du vol Tout le monde orbital. ne connaît pas Elon Musk dans la salle. Voilà, redites un petit peu qui c'est. C'est un concurrent d'Ariane 5, c'est un concurrent des Boeing, des Atlas. Bon, donc il est en train de mettre sur pied, il a mis sur pied une fusée qui coûte beaucoup moins cher que les autres, parce qu'il a complètement, non pas optimisé la fusée sur la performance, mais optimisé la fusée sur les coûts. Donc c'est systématiquement le même moteur qu'il utilise plusieurs fois, et en plus tout se passe dans le même hangar, et donc évidemment il réduit énormément les coûts. Mais tout ça a été financé par des paquets de $500 millions à M. Elon Musk, de la NASA. Voilà. Et Elon Musk, ça peut-être c'est le patron on le de sait un peu plus. Et c'est Tesla. Tesla également. C'est la voiture Tesla la voiture électrique. Et les piles, enfin les batteries. Oui, les grosses batteries aussi. Je parle à l'ancienne. Les batteries qu'on pourrait mettre sur nos murs et qui pourraient nous servir n'importe quand. Accumuler et puis restituer leur énergie. Stocker pendant la journée. Donc, et Elon et Musk fait partie de ces milliardaires, de ces jeunes milliardaires américains qui, eux, continuent de fantasmer ou de prôner l'espace, plus diverses solutions pour l'énergie. Oui. C'est bien ça. Mais ça sera financé sur fonds étatiques, il n'y a aucun problème. Quelqu'un d'autre? Raphaël, une réaction? Oui, peut-être juste pour expliquer que ce qu'on a fait avec Planète Solar, on avait monté une super équipe, on avait fait un super projet, un super tour du monde. Et c'était une des déceptions que j'ai eues, c'est qu'après tout ça, tout s'arrête. Tout le monde rentre à la maison, on met tout dans des cartons. Et ça, c'était un peu triste. Et sur cette nouvelle aventure, Solar Stratos, il y avait une contrainte très importante, c'est de faire, comme avec Planète Solar, une démonstration de quelque chose que tout le monde peut acquérir, qui est reproductible à grande échelle, mais également qu'il y aura une suite commerciale. Et ce qu'on a imaginé, c'est d'utiliser cette expérience qu'on va faire, d'aller dans la stratosphère avec un avion solaire, avec un pilote, pour ensuite imaginer deux aspects commerciaux. Le premier, c'est de peut-être emmener des passagers. On est un peu moins cher qu'avec le ballon, parce qu'avec un ballon, il faut beaucoup d'hélium, étonnamment, ça coûte cher. Et nous, on peut le faire à l'énergie solaire. Et on pense qu'amener des passagers à 30 000 mètres d'altitude en train de boire une coupe de champagne à l'énergie solaire, ça peut être assez romantique. Pour un prix peut-être inférieur à ce qu'on a entendu parler de Jean-François aujourd'hui. Mais on imagine aussi d'utiliser nos avions solaires pour faire des drones solaires qui resteraient à 20 km d'altitude, 24 heures sur 24, 365 jours par an, pour amener des services de télécommunication.
Ça plaît à Google, pour ça. aussi surveiller la planète. Pour en cas de catastrophe, par exemple, on pourrait rester géostationnaire, ce qui est beaucoup plus compliqué avec les satellites. Donc on voit qu'il y a du potentiel aujourd'hui. Avec l'énergie solaire, il y a quelques années, les voitures électriques, tout le monde pensait que ça ne fonctionnerait jamais. Et on voit qu'aujourd'hui, on peut gagner de l'argent avec ces nouvelles technologies. Et je pense que c'est ça qui est très important, c'est de démontrer que ces nouvelles technologies permettent de gagner de l'argent. Ce n'est pas seulement des coûts, ça permet de faire fonctionner notre société, puis qu'il y a un intérêt capitaliste dans cette démarche. Et c'est le meilleur moyen de protéger notre planète. Juste rajouter un point émotionnel. Et ça me rappelle une nuit des étoiles, il y a une dizaine d'années, avec Francis et Hubert Reeves, qui disaient la raison pour laquelle un jour il y aura des humains en plus des robots, c'est parce que vous ne verrez jamais un robot dire « Oh, regarde !» Et je pense que la question la plus souvent posée aux astronautes et aux explorateurs, c'est comment ? C'était comment ? Vous ressentiez quoi ? C'est-à-dire que les gens veulent se mettre à votre place. Si j'étais à votre place, mon corps, mon esprit, mon mental me dirait quoi ? Et c'est quelque chose qui est très important. L'explorateur, il va dans une contrée inconnue où on n'est jamais allé, et quand il revient, eh bien, d'une part, il démontre qu'on peut faire des choses absolument incroyables, et il fait rêver les gens qui arrivent à se transporter dans cet endroit inconnu qu'on ne connaissait pas avant, grâce au fait que des humains y sont allés et peuvent ramener leurs émotions, leurs sensations.